pas débuté en parlant des anciens vers l'époque des poteaux carrés. Nos pères ont trop eu les nerfs. En 76, la Coupe d'Europe sous le nez. Elle était remplie de bière, personne n'a pu la fêter. On parlait au taf tous les jours, la routine. Faire l'action à chaque seconde à la cantine de l'usine usée. C'est de fait couper l'herbe sous le pied. Full Fire vient vous rappeler qu'on peut rapper pour synthé. En constante pression, ce soir les fans du ballon on se donne regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois ce sont les crasses qui brillent. En constante pression, ce soir les fans du ballon on se donne regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois ce sont les crasses qui brillent. Dans mon rap je cravache, dans les stades ça fume du hache. Sur les grillages toujours une vache sans s'apprêtage. Tu veux pas de sang, pas de touche, un public sympathique. T'es partant pour boire une bière, c'est ambiance sympathique. Tous de verre vêtus, des tifos, on voit là. Écoute du full dans ta voiture, sur le terrain et de l'allure. C'est l'alerte dès que t'es à l'aise, coup d'envoi tous à l'heure. Quand les tribunes s'allument, un match à chaud froid qui char. T'es sur la lune, parfois les supporters envoient une voix qui me fait halluciner. Une action dans le chaudron, c'est bouillant, un peu bouillon, mais notre passion c'est vacciné. Je suis pas foot, mais j'avoue, les jours de match ici, tout le monde est vert et y'a plus de barrière de race. T'as pas de chance, plus de place, nos stress, trace au PMU. Comme à l'époque au casino, n'était qu'une PME. PDG, Polo, les gars au RMI, BMW, Polo, deux chevaux sur le même parking. Papa, maman, à Henri Poix et Papi qui crie fort pendant que le tifo, des gosses, des corps. Un match à chaud froid qui charge, sacré cul au guichet. Partant de froid, ça m'effraie de voir tout ce peuple à guichet. Les gens viennent, tous les coins de l'hexagone. À l'entrée des joueurs, et j'ai entendu une seule voix résonne. En constante pression, ce soir les fans du ballon on se donne regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois ce sont les crasses qui brillent. En constante pression, ce soir les fans du ballon on se donne regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois ce sont les crasses qui brillent. Sprint mec, transpire sur le terrain. Du nord au sud les supporters lâchent rien. Certains sont victimes des cops, de la répression. On se déplace jusqu'en Corse pour l'amour d'une illusion. Alors n'oublie jamais, pour le maillot et du respect, ne pense pas qu'avec la molaire on sait toi où tu mets les pieds. Ne l'oublie jamais, si t'entends aller les verts en concert rap on veut voir tout le monde la main en l'air. On voit la ville en vert, du pull au vert à la canette des bières. Et quand la SS débarque, elle n'oublie pas ses supporters. Tous ensemble, on dévore nos adversaires. Action spectaculaire, laisse passer la panthère. Impressionnant palmarès, on en connaît tous l'histoire. Gardez l'espoir, prendez la coupe et ça c'est un devoir. Que sur ma ville, se pose le regard. Moreno, la rique, mon chevet, la méta. Entre dans le stade, n'aie pas peur. Sens-tu la chaleur, les supporters chantent tous en chœur. À pied ou en car, ponctuel au rencard. Les écharpes en l'air, le public doit te faire honneur. La pensée à bout du lion, vas-y demande à la hyène. Tous vêtus de vert, welcome tous à Détienne. Un grelon, non non non, juste un fond de verveine. Le ballon rond, ouais, c'est ça notre domaine. De partout où on passe, c'est comme as, c'est le Hess. Au stud, au stade, Hess les stupes et les CRS. Stop. Tony qui va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête. Snoop Dogg. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le Synthé Night Club, votre rendez-vous du lundi soir. On se retrouve donc tous les lundis à 21h en direct sur Twitch pour 42 minutes d'échange, de débat autour de l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On voit que vous êtes très nombreux pour cette première édition, ça nous fait très plaisir. À savoir donc que dès demain, vous retrouverez à 20h sur nos YouTube respectifs le replay de cette émission. Et donc pour cette première édition, j'ai l'honneur d'être entouré de très belles personnalités. La première, c'est une personne qui a commencé l'aventure Twitter à peu près en même temps que nous. Ils sont spécialisés dans l'information autour du centre de formation. Ils ont fait aussi des analyses tactiques extrêmement poussées de certains matchs. Je suis en compagnie de Sylvain, donc de Green Prospect. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous, ravi d'être l'aventure, ravi d'être si bien entouré pour cette émission. Et évidemment, on ne pouvait pas faire d'émission sur l'AS Saint-Étienne sans être avec le cow-boy de Peuple Vert, celui qui dégaine plus vite que son ombre, celui dont les chroniques sont toujours aussi agréables et piquantes à suivre. Bonsoir Joss Randall. Salut à tous, bonsoir la team, bonsoir à mon team, mon partenaire de quiz, et puis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont nombreux à dire bonjour, ça fait plaisir. Et bien évidemment, donc comme tu dis, on est aujourd'hui en présence d'un invité exceptionnel, le Stéphanois qui a réussi, on ne le présente plus je pense. Bonsoir Timothée Mémon.
Bonsoir, c'est flatteur comme présentation, merci beaucoup. Merci, je suis très content d'être d'être avec vous et surtout, je souhaite longue vie au SNC. Une petite dédicace à Joss Randall, effectivement mon partenaire. Il dégaine plus vite que son oncle, pas que son ombre. Hein. Voilà. C'est une nuance à apporter, il est vrai. Bon, bah les gars, du Ouais, coup... mais Tim, on a au moins l'honneur d'avoir joué sans tricher. Et moi, j'en suis très fier. C'est vrai. Absolument. On sort la On est tête. propre. On est propre. Les valeurs. Ça cible certaines personnes. On sent que ça règle certains comptes du côté de Joss. Bon, les amis, en tout cas, je pense qu'on va commencer l'émission en force hein, avec le débrief. Donc, The Débrief, notamment donc de ce match face à Reims, donc un match nul. Donc, Saint-Étienne poursuit sa série sans défaite, mais dans un match qu'on aurait dû remporter. Voilà, on va vous écouter un par un sur vos bons points. Vous avez aimé, vous avez pas aimé. On va commencer peut-être par toi, Sylvain. Eh ben, écoute, ouais, un bon point pris par rapport au scénario, par rapport aussi au résultat de nos adversaires potentiels du maintien. Excepté Nîmes, on a perdu des points contre personne, donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je vais commencer par ce que j'ai pas aimé, comme ça je finirai par une note positive. Voilà, j'ai pas trop aimé la réaction après le but. J'ai trouvé qu'on a mis beaucoup de temps à mettre de l'intensité. Et à partir du moment où on a marqué, on a vu des joueurs qui avaient une intensité beaucoup plus importante, qui couraient pour aller chercher le ballon et le remettre en jeu, qui essayaient vraiment de marquer ce deuxième but. Et ça m'a dérangé de ne pas l'avoir tout de suite après avoir encaissé le premier but. Voilà. Après, ce que j'ai aimé, et c'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs semaines, depuis l'arrivée de Cissé, cette charnière centrale que je trouve très solide, qui nous permet de prendre des points, de faire tourner ce compteur points et de soulager un petit peu Moulin qui était très exposé, avant. Ouais, il est vrai. Joss, de ton côté, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as moins aimé? Alors, est-ce que c'est un bon point de prix de face à Reims? Je dirais que c'est un point de prix, quoi. Voilà, c'est déjà ça. Dans ce que j'ai aimé, on vient de le dire, que le compteur point tourne malgré tout, parce que souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il tournait pas du tout. Donc c'est un point qui comptera à la fin. J'ai bien aimé la réaction, un peu comme contre Nantes, c'est-à-dire que là aussi, je suis pas sûr qu'il y a quelques temps de ça, on serait allé le chercher, ce point. Donc, il y a quand même la capacité à revenir. Et puis, assez rassuré par ce qui se passe derrière, ça me semble plus stable, donc plus rassurant dans l'optique du maintien. Après, ce que j'ai pas aimé, là, la liste serait plus longue, je vais rester sur 3 points. La qualité du jeu, médiocre techniquement, parfois très médiocre. Le désert de notre attaque, alors ça c'est un sujet qui malheureusement est vaste et pas nouveau. Et quand je dis attaque, je parle pas uniquement d'attaquant, je parle de l'animation offensive en général. Et un troisième point qui est d'une certaine manière un peu en lien, sur certains matchs comme celui-ci, j'aime pas ce milieu à trois relayeurs. Voilà. D'accord, donc, des points clairs et concis de la part de Joss. Et donc, Timothée, de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé? Moi, je vous entendais parler d'un bon point. Je refuse catégoriquement d'être Saint-Étienne et de dire que faire un match nul à domicile contre Reims, c'est un bon point. Passez-moi l'expression, mais on est Saint-Étienne, bordel. Reims, on doit les taper, chez nous, on doit prendre au moins un point chez eux. C'est la logique comme ça. Alors, évidemment, dans le contexte de la saison, on peut replacer ça dans le contexte de la saison, mais j'ai pas envie en fait de m'habituer, d'être le mec qui s'habitue à dire on a pris un bon point contre une équipe sans leur faire offense, mais qui est pas une référence dans le championnat et à domicile. Pour moi, c'est insuffisant parce qu'on est synthé et qu'on doit continuer à être exigeant. Dans mes tops, c'est plutôt un top sur les dernières semaines. On est devenu une équipe chiante à jouer. On est devenu une équipe difficile à jouer et j'ai bien aimé, j'aime bien ça en fait, j'aime bien l'idée de me dire que les adversaires se disent Saint-Étienne, ils sont durs à bouger. Et dans mes flops, je vais forcément rejoindre Joss sur l'attaque. Je suis tout à fait d'accord sur la faiblesse technique du match dans son ensemble, parce que les Rémois n'étaient pas bien meilleurs que nous.
Ça donnait un match très très faiblard. Et l'attaque, c'est cata, quoi. C'est cata parce qu'il y a par modeste, je sais pas ce qu'il pourra apporter dans les semaines à venir. Peut-être qu'avec un petit peu de gaz, ce sera mieux. On sent quand même sur les quelques matchs qu'il a joué qu'il est capable de faire des choses. Mais on est très très loin du compte dans l'animation et en même temps, on peut pas. Voilà. Je sais pas, par exemple, quand on pense que Aouchiche c'était notre recrutement star, ça me fait un peu froid dans le dos, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, évidemment, l'animation offensive qui revient un peu chez tous. Je pense que c'est le point on a tous du mal. C'est vrai que défensivement, au milieu, même si voilà, ce milieu ne plaît pas à tout le monde, mais on sent qu'il y a quand même un peu plus de sécurité, de sérénité du côté défensif et du milieu de terrain, mais le secteur offensif porte beaucoup à réflexion et je pense que c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on peut vraiment aller sur le showtime de l'émission. Heu, donc l'animation offensive des Verts pour la fin de saison. Voilà, on sait qu'on a eu aussi Anthony Modeste qui a eu une arrivée très très spectaculaire, hein. On a tous été un peu hypés par son arrivée. Bon, pour l'instant, on sent que physiquement, c'est très, très compliqué pour lui. Voilà, donc voilà, comment est-ce que vous voyez est-ce que pour vous, l'attaque serait le chantier principal de Claude Puel pour la saison à venir, peut-être? Est-ce que Ah, Timothée, là, je prends la parole. C'est tout Puel, en fait. Il prend les chantiers comme les matchs, les uns après les autres, Mmh. parce que c'est plus compliqué de les prendre tous en même temps. Il a réglé le problème défensif, notamment avec l'arrivée de Cissé qui fait du bien. C'est un peu dommage, c'est que ce soit seulement après. Donc voilà, il a solidifié comme il l'a fait dans toutes ses équipes. Il a fini enfin par trouver la recette pour solidifier un peu l'équipe. Maintenant, il va falloir évidemment qu'il se penche sur le chantier offensif. Je suis très content, hein, je ne veux pas jouer les rabat-joie, je suis très content que Charles Aby ait marqué 2 buts ces dernières semaines, mais je ne vois pas en lui l'attaquant de demain. Ceci dit, je ne voyais pas en Bafé Gomis l'attaquant de demain non plus, donc je suis un très mauvais pronostiqueur, mais donc, parce que oui, il y a l'animation, il y a la circulation, il y a les schémas de jeu. Bon, Puel n'a jamais non plus été trop un esthète dans ce secteur-là. Le problème, c'est pour reprendre l'expérience Leicester, on n'a pas de Jamie Vardy, quoi. Et j'en vois pas arriver non plus. Donc, il y a un chantier, mais il y a des personnes à trouver aussi. Et des profils. Et alors, je sais pas, certains ici sont sûrement mieux placés que moi pour parler de ce qui arrive derrière au centre de formation. Mais ça me paraît un problème, mais un problème un petit peu insoluble en l'état. Ouais, donc ouais, bah, du côté justement, est-ce que Green Prospect, est-ce que on a de quoi nous rassurer du côté centre de formation ou est-ce qu'il va sûrement falloir se tourner plutôt vers un recrutement niveau offensif en tout cas du moins? Bah, le problème de la formation, déjà cette année, c'est qu'elle est complètement à l'arrêt et elle est quasiment depuis mars dernier parce qu'on a eu cette escale légère entre septembre et octobre qui ont permis aux jeunes de jouer un petit peu. Mais le problème, c'est que ces jeunes ne jouent pas en fait. Ils ont quelques matchs amicaux qui se font depuis 2, 3 semaines. Voilà, le problème c'est que on les expose pas forcément, ils ont pas une progression optimale. Après voilà, il y a des joueurs qui sont intéressants, qui sont déjà pros, que certains on a aperçus. Je pense à Sidibé, à Tormin, je pense Saban, on l'a pas encore vu, mais c'est des joueurs qui, je pense, n'ont pas le profil qui plaît à Puel. Ils sont venus et je pense que ça ne suffira pas, en tout cas sous Puel pour certains. Voilà. Après, la question de l'animation offensive, c'est un vrai, c'est la priorité, je pense, pour l'été prochain. Mais en connaissant nos finances et en connaissant les moyens qu'on va avoir pour créer ce mercato, ça va être compliqué, voire très compliqué. Donc, il va falloir flairer les bons coups. Il va falloir vraiment faire preuve de malice. Et j'avoue que j'espère que nos dirigeants sont prêts parce que pour retrouver de l'allant, retrouver cette première partie de tableau, retrouver une certaine ambition qui est à l'image, comme disait Tim, de Sainté, à un moment donné, on est Sainté, il va falloir quand même que offensivement les choses changent, ouais. Ouais, c'est sûr, faut du changement. Joss, ton avis sur le secteur offensif dont on a déjà Ah, parlé et qu'on a vu un peu dans ta fameuse chronique sur Peuple Vert?
Oui, bah, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dans la chronique. Alors, pour ceux qui l'ont pas lu, je rejoins complètement Tim sur le cas de Charlaby, qui pour moi n'a aucune des qualités pour être l'attaquant de demain. Après, les solutions, j'en ai pas vraiment. Je pense qu'il faut vraiment faire un bon ménage. C'est-à-dire que il y a les jeunes qui n'écloront pas, il y a les anciens dont on se doute bien qu'il va falloir faire quelque chose, je pense. Enfin, moi, je parle vraiment animation offensive. Il va y avoir des sujets autour de Kazri et de Boudbouz. Il y a un sujet autour d'Aouchiche, parce qu'effectivement, on commence tous à se demander un peu qu'est-ce que ça vaut vraiment, qu'est-ce que ça vaudra vraiment. Modeste, c'est une solution a priori temporaire. Donc il y a vraiment un gros chantier. Je pense que ça, pour moi, ça commence par déjà faire du ménage, enfin de récupérer de l'espace dans la masse salariale pour arriver à recruter malin, parce que je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut derrière là tout de suite opérationnel pour bâtir une vraie attaque demain. Voilà. Ouais, être malin, ça va être aussi être capable d'aller chercher des mecs comme Alevina, là, qui a planté 10 buts avec Clermont. Le mec est du puits. Comment Ouais, Saint-Étienne ouais. laisse passer comme ça? Bah oui. Alors, est-ce que Puel, qui a réussi le coup, enfin, qui a réussi, si, qui a manifestement réussi le coup avec Masson, est capable de nous faire venir des joueurs comme ça? Moi, c'est ce que j'espérais un peu de Crasso. Mais enfin voilà, des bonnes pioches dans des clubs de division inférieure et très inférieure, c'est très très difficile à faire. Et voilà, quand on voit passer des mecs qui viennent encore une fois, du Puy-en-Velay, quoi, c'est à 45 bornes. Moi, ça me rend fou. Ouais, c'est vrai qu'il y a Après, ce beaucoup. qu'il Ouais, faut, c'est sûr. pardon, après, ce Euh, qu'il faut je- aussi je- se mettre en tête, Attends. Donc là, les amis, on est de retour normalement sur le live. J'espère que ça marche un peu mieux. On va attendre un peu histoire de voir vos commentaires. On est vraiment désolé hein, pour ce problème technique. Voilà, les aléas du direct de la première. On avait fait les tests, ça marchait assez bien, mais on était beaucoup, beaucoup moins nombreux en même temps sur le live. Donc voilà, bon, il y en a certains que je vois avec une petite pointe d'humour, hein. Mais voilà, merci en tout cas les gars de faire remonter ce genre de problème, hein. De toute façon, voilà, comme on a dit, donc on va essayer de continuer l'émission en direct. Et ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, si jamais on n'arrive pas à continuer, on va au moins continuer d'enregistrer l'émission que vous pourrez retrouver dès demain sur nos YouTube, en tout cas respectifs. Donc voilà, on est vraiment désolé en tout cas pour cet aléa, pour la première émission. On en est les premiers désolés, bien sûr. Voilà, j'espère. Est-ce que la connexion va un peu mieux? J'attends les retours un peu du chat. Voilà, bon. Pour l'instant, ça a l'air de chanter des chants stéphanois pour l'instant dans le chat. Ouais, Donc, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. donc on va Ils essayer s'amusent de. sans nous. Donc voilà. Bon, du coup les gars, donc on était sur le chantier offensif. Donc bon, globalement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses au niveau de la suite de recrutement, comme le soulevait Timothée Aymon, qu'il faut peut-être se poser des questions. La déception Crasso aussi, c'est vrai qu'on est presque à l'oublier un peu, notre pauvre Crasso. Et c'est vrai que bon, pour rebondir. vas-y Timothée. Après, Ah, c'était c'est Green Sylvain, Prospect, moi, ce que pardon. Sylvain, je voulais prendre la parole, ouais. Juste, je voulais rebondir sur ce que disait Timothée avec Alevina. Donc, ouais, c'est sûr que c'est des coups qu'il faudrait faire. Après, Crasso, je pense que c'est le même genre de coup qu'on tente. Seulement, on attend de lui qu'il soit performant au bout de 6 mois. Malheureusement, Alevina, si je dis pas de bêtises, sa première saison en Ligue 2 quand il arrive à Clermont, il fait pas une saison extraordinaire. Il est d'ailleurs très peu dans l'effectif, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment cette année qu'il explose. Après, peut-être qu'il faut faire un petit peu preuve de patience avec certains joueurs. Ouais. On verra Crasso, hein. Je dis ça en général, pas forcément pour Crasso parce que c'est la recrue qui a été. Voilà. Après, malheureusement pour certains, je pense que notre patience a atteint ses limites et que malheureusement on n'arrivera pas à obtenir plus que ce qu'on a déjà actuellement, quoi. Ouais, il y a moyen. Après, moi, il y a quand même des clubs qui arrivent à faire des coups intéressants, quoi. Je suis assez d'accord avec Tim, on devrait y arriver. Je sais pas si on regarde aux bons endroits, je sais pas si on a les bonnes oreilles. Et puis Green Prospect a totalement raison. Après, parce que tu es Saint-Etienne, parce que tu es un club majeur dans la région, tu as aussi le droit d'acheter ces mecs-là, de les prêter 1 an, 2 ans, 3 ans, C'est sûr. pour essayer de les faire mûrir. Alors, peut-être que Jean-Philippe Crasso va mûrir
dans les mois qui viennent, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'il faille faire preuve de patience, mais enfin, j'ai quand même l'impression que des Ouais, petits moi j'ai mecs un du peu de mal avec coin, ça. des Moi petits j'ai mecs j'ai un du peu de mal coin, avec ça. Vas-y, Non, Joss. vas-y, Tim, excuse-moi. Non, vas-y. Termine, Tim. Je te dirai après. non, je disais, j'ai quand même l'impression que c'est pas la première fois qu'on se dit, bah celui-là, il habitait à 50 bornes de Saint-Étienne et on le verra pas avec le maillot vert, quoi. Ouais, après, bon, moi, je suis peut-être un peu, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus avec Green Prospect. Le côté, c'est des jeunes, il leur faut du temps. Moi, je crois qu'il y a quand même des choses qui se voient à un moment donné. Le bagage technique, notamment, ça se voit. Charles Haby, il a pas 16 ans, par exemple, quoi. Je veux dire, je sais pas quelle Ah, est sa marge de progression aujourd'hui. Enfin, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on mise éternellement sur des mecs, mais ça doit quand même se voir. Aujourd'hui, entre 18 et 20, tu vois les qualités intrinsèques d'un footballeur. Après, il va progresser tactiquement, il va s'étoffer physiquement, ok, mais moi, je les vois pas dans les jeunes qu'on a. Voilà. Maintenant, j'espère me tromper. oui, justement, est-ce Parce que qu'un tu... Charles Haby Ah, aurait pas dû être justement prêté? Est-ce que, selon vous, c'est un problème vraiment au niveau du joueur? Est-ce que, bah, comme disait Joss, bah, selon lui, Haby n'aurait pas les qualités nécessaires pour percer, donc erreur sur le joueur. Surtout qu'à son âge, bon, tu te retrouves quand même assez jeune, seul numéro 9 du club pendant un moment dans une attaque, voilà, avec un bon gars dont on connaît les déboires, hein. On se demande si c'est le même par rapport à son dernier. Mais est-ce que voilà, est-ce que selon vous, un Charles Haby a les qualités nécessaires, mais juste manque de temps? Est-ce qu'un prêt serait mieux, ou est-ce que vraiment bah faut abandonner l'idée d'Haby et puis bah il ne percera pas? je sais qu'en tout cas, il y a une démarche qui a été faite de la part de Abi pour être prêté durant janvier, qui a totalement été refusée par Puel. Et d'ailleurs, il avait dit, il me semble, en conférence de presse, il se posait la question, après son but contre Nice, il se posait la question à savoir s'il devait être prêté. Il a eu sa réponse ce soir. Voilà, je sais que Puel compte beaucoup sur lui. Après, c'est sûr que quand tu vois, moi j'avais apprécié sa prépa, je trouvais qu'il était intéressant, j'avais aimé aussi ses premiers matchs avant qu'il se blesse à Marseille. Et depuis, force est de constater que malheureusement, on voit pas forcément d'amélioration. Alors certes, il marque et des buts qui comptent parce que s'il nous rapporte des points, mais c'est plus compliqué. Après, Charles Aby, c'est un joueur qui a été formé en tant qu'ailier, qui a été replacé en numéro 9 il y a seulement 2 ans. Voilà. Après, je suis d'accord C'est avec vrai Joss. aussi. Là où il a raison, c'est qu'il a déjà 20 ans, 21 ans, et qu'à un moment donné, c'est un éternel espoir selon nous, et pour autant, il faudrait que les choses se précisent davantage. Ouais. Timothée peut-être sur Charles Haby, Moi, et puis je pense ouais. qu'après on abordera si jamais vous le souhaitez, le sujet peut-être Denis Bouanga, peut-être, parce que je pense que Moi, certains ont des choses à dire. moi, Charles Haby, tout à l'heure, j'ai glissé que je ne voyais à l'époque pas en Bafé Gomis un futur grand attaquant. Donc, la preuve que je m'étais totalement loupé. Mais pour poursuivre la comparaison, Gomis, il ratait énormément de choses avec l'AS Saint-Etienne. Il est parti en prêt à 3, si je dis pas d'erreur, pas de Ouais, C'est bêtises. c'est ça. ça. Oui, oui. Et il est revenu métamorphosé. Donc, c'est vrai que moi, depuis que je vois jouer Abi, bah, j'y pense et que ouais, j'aimerais bien le voir prêter. Pourquoi pas à 3, à Laurent Batles, dans une équipe qui tourne bien. Mais voilà, enfin, en tout cas, vu qu'on ne le voit pas progresser et qu'il y a même eu un moment où j'avais l'impression de le voir régresser, bah ouais, tente quelque chose. Et dans le football, tenter quelque chose, à part prêter le mec, voilà quoi. Ouais, Surtout qu'il a un contrat jusqu'à 2024. oui, c'est ça, Ils il y a l'ont un très beau prolongé contrat. cet été et enfin, je veux dire, il est là plus ou moins sur le long terme, quoi. C'est sûr, ouais, on est sur un contrat long quand même chez Abi. Après oui, je pense que voilà, comme a dit Timothée, voilà, il y a des Bafé Gomis, même à une époque, on entendait du côté de Milan ou de Dijon qu'Aubameyang ne percerait jamais au haut niveau. Donc voilà, on sait jamais, c'est le football, ça va très vite. Donc voilà. Joss peut-être sur Abi, un peu. Moi, je suis pas du tout optimiste sur Abi. Enfin, peut-être que je focus un peu trop sur lui, mais en fait, je vois quasiment aucune des qualités qu'il faut pour ce poste-là, quoi. Ni la vitesse, ni la technique. Je trouve pas très bon en jeu de haut but.
Je crois pas qu'il a une intelligence de jeu très développée et je répète, il a pas 17 ans, quoi. Donc alors, oui, probablement que la marche était un peu haute et que ça peut l'inhiber et que, je sais pas, effectivement, une tentative dans un club, en Ligue 2, ça pourrait lui faire du bien, mais j'arrive pas à y croire. Voilà, j'arrive pas à y croire. Mais bon, c'est peut-être moi juste, hein. Oui, c'est vrai. Bah, oui, après voilà, Abi, de toute façon, voilà, il est jeune, on verra bien, comment ça évoluera pour lui. En revanche, il y en a un, bon, sur qui on a misé beaucoup d'espoir, qui avait peut-être la tête ailleurs cet été, c'est Denis Bouanga. Comment peut-on vraiment expliquer que Mmh. voilà, on a encore vu, face à Reims, ce loupé qui a fait réagir, plus d'un, je pense. Peut-être commencer par Timothée sur Denis Bouanga? Ouais, si j'avais la solution, j'appellerais Puel et je la lui donnerais, hein, parce que ça me fait parce que ça me fait mal au cœur. Mais j'arrive pas bien à comprendre. Après, c'est aussi des mécaniques d'attaquants, hein. On connaît ça, les mecs en pleine confiance, qui tirent, ça fait poteau rentrant, et puis ceux qui n'ont pas de confiance, bah, ils la mettent au-dessus, alors que on sait qu'il sait faire des choses, il y a aucun doute là-dessus. Il avait beaucoup travaillé pendant le confinement l'année dernière, en fin de saison dernière, sur le foncier. Il y a des joueurs qui ont besoin de garder, et à mon avis c'est son cas, de garder de la souplesse physiologiquement, quoi. Et peut-être qu'il a un peu dépassé le quota. Est-ce qu'il est pas presque surpréparé, hein? C'est parfois contre-productif d'être trop musculeux pour certains profils de joueurs. Je sais pas, j'essaye de trouver des raisons parce que c'est vrai que c'est l'ombre de lui-même. Et puis il y a aussi les choses qui tournent pas rond parce que, enfin, qui vous mettent dans le dur, parce que son penalty raté dans le derby à l'aller, c'est quand même un truc qui, à mon avis, te trotte dans la tête pendant un bon petit moment. Et quand tu rentres sur un terrain, tu y repenses. Et voilà, donc, à mon avis, le travail, il est, je pense, j'espère, surtout mental pour essayer de débloquer, peut-être lui mettre un petit peu moins de pression. C'est un joueur. Euh, c'est pas un neuf. Moi, j'aimerais bien le voir. L'année dernière, je disais souvent que j'aurais bien aimé le voir en neuf, mais c'est pas un neuf. Donc, il faut peut-être le décharger de la charge, le décharger du fait de devoir à tout prix marquer, être le sauveur. Mais après, vous donner une explication de pourquoi il en est là. Bien malin celui qui le sait et qui le saura, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, Moi, c'est sûr. moi, j'ai une, enfin, j'entends ce que dit Tim, et finalement, c'est pas idiot. C'est probablement une approche mentale peut-être un peu défaillante. Après, moi, je crois aussi que le problème, il est un peu chez nous, en fait, dans notre regard. C'est-à-dire que je pense qu'on a trop attendu de ce garçon-là et on a juste oublié une chose, c'est que l'année dernière, on l'a vu merveilleux parce que c'était désertique autour de lui, qu'il a été en très grande réussite parce que je pense que c'est globalement un garçon qui est plutôt maladroit. C'est pour ça que moi, je le verrais pas, enfin, pour moi, je le vois pas du tout en neuf. Je pense que c'est pas un finisseur, Banga. Et on a peut-être juste un peu surévalué quel était son vrai niveau. Mais c'est lié à l'histoire de l'année dernière parce que c'était aussi désertique offensivement que cette année, peut-être même encore pire. Du coup, quand il y a un mec qui sort un peu du lot, qui met des buts, on a tendance à le voir un petit peu plus beau qu'il n'est en fait. Et alors là, il est peut-être en dessous de son vrai niveau parce il est peut-être effectivement pas bien dans sa tête, etc. La vérité est probablement un peu entre les deux. Après, pour moi, Denis Bouanga, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est pas un crack, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et du côté de Sylvain, ton avis sur Denis Bouanga, plutôt mental, plutôt. Enfin, moi, je suis assez d'accord personnellement avec l'analyse de Josh. Je pense qu'on était l'année dernière sur un Bouanga qui a surperformé. On a eu des offres très intéressantes dessus, en tout cas. Mais bon, on a voulu peut-être un peu trop d'argent dessus. Peut-être que le joueur lui-même hein, avait la tête ailleurs. On sait qu'il était intéressé notamment par le Betis. Voilà, après, c'est un joueur qui reste
aujourd'hui fantomatique parce que peut-être que, bah voilà, comme tu disais, il est assez maladroit globalement. Donc voilà, peut-être que Sylvain, tu as une analyse peut-être un peu différente de ton côté? Bah, moi, je partage ce que disent Joss et Timothée. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un mélange aussi de peut-être cette idée de renforcement musculaire et de perte de souplesse. Je la trouve très intéressante. Ça peut être, je pense, une partie de l'explication. Après, l'idée mentale, évidemment, qu'à un moment donné, le facteur mental, il rentre en jeu. Et voilà. Après, moi, mon idée de Boanga, c'est que c'est avant tout un excellent contre-attaquant, avant d'être un bon attaquant. C'est-à-dire que quand tu vois son match contre Rennes, où il a été, je trouve, à son avantage, il est systématiquement performant quand la situation de l'équipe adverse est en déséquilibre. C'est-à-dire que quand l'équipe recule, qu'il y a une phase de transition, il est performant. Il fait reculer ses adversaires, il va vite, il arrive à dribbler, il arrive à trouver des fenêtres de frappe, à créer des choses. Quand l'équipe est en place, comme c'était le cas contre Reims et comme ça a été le cas plusieurs fois cette saison, il est davantage en difficulté parce qu'il n'arrive pas à prendre de la vitesse et surtout il est souvent sur une double prise. Dans les matchs, les gens le prennent sur une double prise, c'est-à-dire qu'il y a la couverture qui suit, il est surveillé, il est aussi plus surveillé en Ligue 1 parce que maintenant ils savent qu'il est capable de faire des choses. Et puis malheureusement, dans notre attaque, si tu arrives à bloquer Bouanga, tu as quand même réglé une bonne partie du problème. C'est sûr. Puis bon, on a aussi un absent qu'on risque d'avoir pendant un moment, c'est Amouma aussi, qui semblait être sur une très belle saison. On sait que, je vois dans le chat notamment, ça parle de prolongation, Ouais. voilà, ça reste un sujet. Pour vous, il y a certains joueurs du côté de la SSE, Amouma, Debuchy, que certains souhaitent voir prolonger. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ou est-ce que pour vous c'est trop Ben, vieux, on laisse tomber? Max, Et voilà les amis, donc on est de retour. Encore désolé hein, pour ces interruptions. On a resté une dernière manip, on espère que ça va aller, sinon comme on vous dit, bah voilà, on va essayer de publier au plus vite, du coup dans ce cas-là, sur nos YouTube respectifs, la rediffusion de ce live et on espère régler le plus tôt possible pour lundi prochain en tout cas. Ces problèmes techniques, voilà, c'est les ennuis d'une première en tout cas. Donc voilà. On était donc sur Amouma, Debuchy, peut-être aussi Moulin. Qu'est-ce qu'on fait de ces trois joueurs qui incarnent un peu la fin peut-être une fin de carrière ou est-ce on retente avec une saison de plus en tout cas on va commencer peut-être par Joss cette fois. Joss, tu nous entends? ouais, c'est bon, là, je vous entends, je vous avais perdu. Ok, c'est bon, parfait. Donc ouais, donc on disait du coup pour Joss, Amouma, Debuchy, Moulin, voilà, pour toi comment tu vois la suite avec eux? Est-ce que c'est fin et on arrête ou on retente une saison de plus? Surtout avec Amouma et Debuchy qui sont plus en odeur de sainteté que Jessie Moulin, je pense. C'est à moi que tu demandes, Oui, Max? oui, 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 Joss, ouais. Ben, je suis partagé. Amouma, c'est un joueur, enfin, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on ait dans l'effectif intrinsèquement en termes de football. Après, il est fragile, mais en même temps, il a été tellement arrêté dans sa carrière qu'il a encore 5 ou 6 ans devant lui, à mon avis. Moi, je garderai Amouma, si les conditions contractuelles sont acceptables. Et Debuchy, pour moi, il devrait déjà avoir arrêté, vu la carrière qu'il a eue, les pains qu'il a pris, les pains qu'il a donnés, mais il est toujours là. Et lui, il semble apporter quelque chose à l'équipe. Alors, si on repart demain avec une équipe basée beaucoup avec des jeunes, ça, c'est des mecs qui sont des piliers. Après, à un moment donné, ça va s'arrêter, Debuchy, c'est-à-dire qu'il pourra carrément plus avancer, et c'est toujours la thématique de la saison de trop. Moi, je reprolongerai Debuchy d'un an et Amouma aussi, voire un peu plus. Donc ouais, donc Debuchy, Amouma, on garde. Est-ce que Timothée, tu partages ce constat plutôt? Non, non, Debuchy, je garde pour ce qu'il apporte mentalement, l'exemplarité, le professionnalisme, et puis pour le rendement, pas de problème. Je garde. Moulin, puisqu'il était dans la question, je ne garde pas. Le garde comme deuxième gardien, puisqu'on a vu que tel était son niveau. Et Amouma, moi, je suis confus de le dire. Hein. Je sais que beaucoup de gens à Saint-Etienne l'aiment beaucoup. Je suis d'accord avec Joss, c'est vrai que c'est un joueur de ballon. Mais merde, il est tout le temps blessé. Et même quand il n'est pas blessé, dans un match, il joue 15 minutes.
Donc à un moment, moi j'en veux toujours beaucoup plus aux joueurs qui sont pétris de talent et qui ne donnent pas 100% de leur temps, 100% des efforts, 100% de ce qu'ils doivent faire, que contre un mec qui est limité et qui va donner à chaque match 100%. Tu sais ce que tu as. Et je me souviens d'avoir eu cette discussion avec Galtier, pas longtemps avant qu'il s'en aille. Il me disait, mais quand tu es entraîneur, on te laisse le choix entre Monet Paquet ou Amouma, tu prends Monet Paquet, qui est bien moins bon, on le sait tous, il n'y a pas de problème. Il dit, mais avec Monet Paquet, il n'est jamais blessé. Quand il se fait une entorse à la cheville, 2 semaines plus tard, il rejoue et galope comme un lapin. Il te donne toujours 100% de ce qu'il peut te donner. Donc, tu peux faire une équipe et tu sais ce que tu auras. Avec Amouma, tu ne sais pas. Tu le mets sur le terrain, tu peux jouer à 10 pendant tout un match, ou alors il peut te renverser un match, obtenir 3 pénaltys et marquer un but splendide. Et ben moi j'en ai marre. Enfin, vraiment, j'en veux à ces joueurs, à un joueur comme Amouma, qui, on le voit tous, pourrait t'apporter tellement et qui finalement te donne si peu. Donc moi, Amouma, j'en ai un peu. Enfin voilà, vous l'aurez compris, je garde pas. Voilà. Ok. Moi, je peux te rejoindre, Tim. Je peux te rejoindre, Tim, sur le dernier paragraphe, mais tu reconnaîtras avec moi que si tu as 11 monnaies paquets, ça devient dur au niveau du foot, quoi. Voilà. Ouais. C'est juste ça. Enfin, à un moment donné, il faut quand même des mecs qui. Tu as totalement raison. Et moi, très souvent, quand je pense à un joueur, c'est la question que je me pose. Quand j'essaye de classer dans ma tête les très très grands joueurs, j'ai toujours été un fan des Gerrard, des Lampard, des choses comme ça, des joueurs comme ça. Quand tu as 11 Gerrard, tu peux gagner des matchs, tu vas gagner des matchs. Quand tu as 11 monnaies paquets, quand tu as 11 monnaies paquets, tu vas pas gagner des matchs, mais tu vas tous les finir, tu vas tous les jouer à 100% et tu vas avoir une équipe avec 11 mecs qui se mettent le cul par terre. Si tu as 11 Amouma, tu gagnes pas non plus, mon pote. Hein. Ah ouais, non mais j'allais pas jusque-là. Je pense que c'est un équilibre. D'abord, tu finis à 6,5. Deuxièmement, tu as des sautes de concentration terribles. Et effectivement, une fois de temps en temps, tu auras une action digne du Barça. Mais une fois de temps en temps, c'est pas suffisant. Quoi. C'est sûr. Ouais. Et de ton côté, Sylvain, peut-être qu'on n'a pas entendu encore sur ce sujet. Ouais, je comprends la position de Timothée et en soi, elle se défend carrément. Après, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte actuel, les situations financières de nos clubs, les difficultés offensives qu'on a au sein du club. Aujourd'hui, force est de constater quand même que même si Amouma est là, et encore cette année, c'est pas si, il est pas tant absent que ça. Quand il est là, c'est autre chose. Voilà. Moi, j'avoue que on peut pas. Pour moi, on peut pas se passer d'Amouma l'année prochaine. Au moins. Le problème, c'est qu'à mon avis, il veut pas seulement l'année prochaine, il veut l'année prochaine et l'année d'après. Voilà, il faudra se mettre d'accord par rapport à ça. Après, pour moi, Amouma, oui, il faut le prolonger. C'est une question qui. D'ailleurs, KMP est aussi en fin de contrat. Mais pour moi, oui, à un moment, il faut le prolonger. La question se posera pour KMP, à voir aussi, parce que je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui vont être libres à la fin de saison, parce que chaque club est en difficulté financière. Maintenant, voilà. En ce qui concerne Debuchy, je prolongerai aussi d'1 an. Et après, pour Moulin, comme l'a dit Timothée, je pense qu'il est nécessaire de le garder en numéro 2, en espérant soit qu'un gardien émerge, je pense à Bagic ou bien Fall, qu'on ne connaît pas encore. Et éventuellement une recrue si on juge que c'est insuffisant encore pour promouvoir un numéro 1 qui est déjà au club. Mais Sylvain, j'entends aussi ton avis, mais tu parles de contexte, il gagne pas des queues de cerise, Romain Amouma. Hein. Ça fait partie des très gros salaires, et des très gros salaires pour l'avoir 15% du temps, j'exagère un peu. Il y a un moment, il va aussi falloir se poser ce genre de questions. Hein. Après, tu préfères avoir Amouma ou Kazri? Tu préfères Amouma ou Boudbouz? Si on parle de gros salaire. Moi, des trois, je préfère garder Kazri. D'accord. Regardez Kazri. Boudbouz, j'y arrive pas. Boudbouz, son passage stéphanois, il est totalement masqué par une passe décisive dans le derby et le but contre Rennes. Mais en fait, quand tu regardes, c'est les 2 seuls trucs qu'il a réussi. Donc c'est un peu compliqué. Ouais.
voilà, quoi. Bon, Kadri, avec ses qualités, avec ses défauts, je le vois sur des matchs être un joueur capable d'être plus constant que Romain Mouma. Voilà. Je ne partage pas ton avis, mais je l'entends. Ouais, Je l'entends. voilà, tout le monde a des critères un peu différents sur ça. Bon, je pense que sur Bout de Bouz, par contre, on sera tous unanimes sur Bout de Bouz à Saint-Étienne. On va poursuivre un peu, sauf si vous voyez des choses à ajouter peut-être, et on va avancer un peu dans le programme de l'émission. Sauf si l'un d'entre vous a peut-être des choses à rajouter peut-être. Non, pour l'instant. Non, Moi, c'est bon, ouais. Non. On a fait le tour. Bon, on va faire un petit point avec toi, du coup, Timothée. Ça va être ton petit moment à toi. On va s'intéresser un peu à toi, ton histoire par rapport à Saint-Étienne. Comme on t'a présenté, hein, tu es le Stéphanois qui a réussi. Hein, voilà, passage à Active Radio, RMC aujourd'hui. Voilà, on te présente plus, en tout cas, dans le paysage stéphanois. C'est gentil. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, sur ton premier match à Geoffroy Guichard, par exemple? Eh ben, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais tout petit, parce que mon père est un passionné de foot. Je pense qu'on est peut-être tous, ou quasiment tous, tous les passionnés de foot ont une histoire avec leur papa. Ça commence toujours comme ça en général, hein. C'est le père qui vous emmène. Moi, il se trouve que mon père connaissait bien Robert Herbin, et qui n'était autre, feu Robert Herbin, que mon parrain. Et du coup, quand ton parrain c'est Robert Herbin, tu vas au stade très petit. Donc, j'ai des souvenirs comme ça un petit peu lointains de mon premier match, parce que j'étais vraiment un tout petit garçon ou un très grand bébé, je sais pas. Mais je l'ai souvent raconté, un des moments un peu fondateurs de mon amour de Saint-Étienne. Et un des trucs dont je me souviens, c'est un match contre Bordeaux à domicile, l'année où on avait Laurent Blanc dans l'équipe. Ça allait pas bien. Il y avait cette banderole dans le COP Nord où mon frère va depuis toujours, et où je suis allé également. Quand j'ai quitté Henri Point avec papa, c'était pour partir dans le COP Nord avec mon frère. Et après, je suis revenu vers la tribune de presse quand j'ai commencé à être journaliste. Et il y avait dans le COP Nord cette banderole, un passé de gloire, un présent tocard, un futur, 3 petits points et point d'interrogation. Je demande à mon père pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Il m'explique que, voilà, que Saint-Étienne, c'est 10 titres, c'est tout ce que vous voulez, c'est la Coupe d'Europe, et qu'en ce moment, ça va pas. Et on est mené 1-0 sur un but de Bancarel, je crois. Et mon père me dit quelque chose qui résonnera très longtemps dans ma tête jusqu'en 98. Mon père me dit, regarde Laurent Blanc, il a remonté ses chaussettes, il le fait jamais. Et Laurent Blanc, on se souvient tous de lui en 98 avec les chaussettes sur les chevilles, protège tibia apparent, et voilà. Et Laurent Blanc a gagné le match tout seul. C'est-à-dire qu'il met le but de l'égalisation, et je sais pas, à la 85e ou quelque chose comme ça, il te pond un centre, c'est un missile, une ogive sur, enfin j'exagère à peine, sur Ziadi, qui était un petit jeune, je crois qu'il était d'originaire de Moreno, quelque chose comme ça, bon, qui a jamais trop percé. Et en fait, c'est pas Ziadi qui met le but, c'est Laurent Blanc qui lui tire sur la tête pour que ça rentre. Et voilà. Et moi, je suis sorti du stade. J'étais, même là d'en parler, j'étais totalement exalté. J'avais l'impression qu'on avait gagné 5 Coupes d'Europe et qu'on était champion du monde. Et en plus, t'es petit, tu mélanges tout. Tu sais pas, tu comprends pas que l'équipe de France et la Saint-Étienne, c'est des choses différentes. Enfin, t'es paumé. Mais j'étais le petit garçon le plus heureux de l'histoire. Et Tim, c'est bien ce match-là, Tim, où le premier but de Bancarel, Laurent Blanc, il est clairement impliqué. Oui, il est impliqué. Il passe à travers complet. Il passe à travers. Et il s'est senti merdeux. Et mon père me dit, regarde, il a remonté ses chaussettes. Et voilà, et il gagne le match. C'est une très belle histoire en tout cas. Et puis on sent dans ta voix beaucoup encore d'émotion et d'exaltation, comme tu as dit en revivant cette anecdote. Est-ce que selon toi, ce serait celle-ci ou une autre ta plus grosse émotion avec la Saint-Étienne?
C'est mon émotion fondatrice, celle-ci. Après, avec Saint-Étienne, j'ai vécu. Alors, ma plus grosse émotion dans le COP Nord, parce que finalement, elle est très compartimentée, ma vie de supporter, entre les différentes tribunes. Dans le COP Nord, c'est le titre de Ligue 2, avec le but de Bridono. Voilà, j'étais avec mes potes. On avait déjà mis des canons avant, on en a mis après. Je vous laisse imaginer plus que de raison. Et c'était ouf, et le stade était en fusion, et c'était un vrai beau moment. Et puis, au commentaire, il y a quand même le 100e derby, qui était un moment très, très, très fort. Je me souviens, c'était à Gerland, donc j'avais le maillot de Tavlaridis sous mon manteau. C'est le seul mec à avoir un maillot de Tavlaridis, je crois d'ailleurs. Et j'étais comme un dingue. J'étais censé faire la conférence de presse après. Je travaillais pour Active à ce moment-là. Je te l'ai bâclé. J'ai fait 2 réactions. J'ai pris la bagnole. Je suis rentré à Saint-Étienne et je suis allé à l'hôtel de la Tour rejoindre mon frère, mes potes et machin. On a bringué, tant et plus. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, il y a eu un chouette truc. Bon, la finale de la Coupe de la Ligue, c'était bien, mais c'était vraiment un gros événement pour Active. Et du coup, c'était très, très professionnel comme événement, donc je n'aurais pas trop profité. Il y a un match qui m'a marqué, c'est le match à Copenhague, où on prend un but. Dans la minute d'après, je ne sais plus si on égalise ou si Jody Viviani arrête un péno. Et en fait, au bout de 3 minutes, il y avait 2-1 pour nous. On avait arrêté un péno. Et je pense que au bout de 12 minutes de jeu, j'avais plus de voix. Et c'était l'Europe. Et j'étais comme un dingue et j'en pouvais plus. Et voilà, c'est aussi une belle émotion. C'est sûr, ça sent, on le sent en tout cas. Et justement, tu as évoqué Active. Si tu pouvais nous présenter un peu en quelques mots ton parcours, hein, qu'on connaît vaguement, hein, bien sûr, hein. Enfin, voilà, comme j'ai dit, je pense que tout le monde, quand on connaît Saint-Étienne et qu'on suit Saint-Étienne, connaît Timothée Mémon. Mais voilà, tes passages chez Active, l'aventure RMC, les différences qu'il peut y avoir entre une radio plus locale, une radio nationale comme RMC. Bah, mon parcours en bref, j'étais parti pour être cuisinier parce que c'est ma passion. Et puis en fait, j'ai fait un stage où je me suis aperçu que quand tu es cuisinier, ben, tu bosses pendant que les autres font la fête et que quand tu as du temps pour faire la fête, tu es tout seul et c'est lundi. Donc j'ai dit peut-être, mais plus tard dans ma vie. Donc ma mère m'a dit, écoute, tout ce que tu sais faire, c'est tchatcher. Je n'étais pas spécialement bon à l'école. Me dit, essaye de trouver un truc là-dedans. Et donc, j'ai fait une école de journalisme. Ça a été une vraie découverte parce que c'est une vraie passion aussi aujourd'hui, le journalisme sportif en particulier, mais en général. J'ai travaillé à Europe 2, c'est vous dire si je suis vieux. C'était l'ancêtre de Virgin Radio. Et à Europe 2 pendant 2 ans et demi, ouais. Ça, je m'en souviens, mais moi, je suis vieux aussi, hein. Ouais, bah, on est vieux, quoi. Et après, Active, c'est mon frère, encore lui, fait décidément souvent référence, mon frère Colin, qui a entendu, il me dit, putain, il y a une radio qui cherche un commentateur. J'ai postulé, ils m'ont pris. Donc pendant une année, j'ai continué à Europe de la semaine et je commentais les week-ends. Et après, ils m'ont pris à plein temps, à Active. Et puis bah, il y a 4 ans maintenant, j'ai postulé à RMC quand ils ont eu les droits en télé de la première ligue anglaise. Ils avaient retenu mon profil, puis finalement, ils ont revu un petit peu à la baisse le nombre de personnes qu'ils ont pris. Donc, ils m'ont pas pris moi. Et puis, à la rentrée, quand même, il y a le secrétaire de rédaction qui m'a appelé, qui me dit « Ouais, mais Timothée, ton profil, quand même en radio, ça nous intéresse. Est-ce que tu veux pas venir ?» Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à la pige et très rapidement, ils m'ont engagé. Puisqu'en fait, 2 mois après le début de mes piges, ils m'ont engagé. Et donc, depuis, je suis à RMC, où j'ai la charge du suivi de Saint-Étienne en collaboration étroite avec Édouard Jay, qui est notre correspondant sur place. Je suis le foot africain aussi. J'ai la gestion du foot africain. Et puis après, on est amené à commenter chaque semaine en Ligue 1, en Coupe d'Europe. Voilà pour mon parcours. Et pour la différence entre Active et RMC, alors il y en a beaucoup. Il y en a une qui est fondamentale, c'est que quand j'étais sur Active,
Le fait qu'on était la radio des supporters, c'était totalement assumé. On y allait à 200%. Il m'arrivait même de franchir un petit peu les bornes. Je me souviens d'un match, mais enfin, t'es jeune, t'es con, hein, où je commence à Gerland par un bienvenu en Bâtardie. Je peux vous dire que le lendemain, le directeur de la radio Romain Mazodier est venu me voir en me disant non mais c'est pas possible quoi. Tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça. Enfin, il m'avait engueulé, il avait raison. Voilà. Donc c'était assumé, et puis c'était. Voilà. Mais ça a été des années merveilleuses parce que Active, quand je suis arrivé, était vraiment une petite structure. On a grandi ensemble. Chaque année, on recevait les sondages, on doublait le nombre d'auditeurs. Pendant les 4 premières années, c'était juste dingo, quoi. Et voilà, c'était de 9 très belles années de ma vie. Et qui m'ont surtout permis d'apprendre beaucoup de choses et d'arriver à un niveau suffisant pour intégrer une rédaction aussi importante que celle qu'est RMC. Et moi, j'ai une question pour Tim sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de la tendance des commentateurs de foot en général, qui sont beaucoup dans le commentaire très résolument, qui se veut très objectif et beaucoup moins passionné. Alors, on revoit un peu avec un Jérôme Rotten, par exemple, quand il commente le PSG, il se lâche, quoi. Il y a des moments où mais ça lui échappe, en fait. Ouais. Alors que dans d'autres pays, c'est complètement assumé. En Espagne notamment, c'est complètement assumé. Les pro Barça, les pro Real, et les gens vivent bien avec ça. Et nous, il faut remonter à Thierry Roland, en fait, pour avoir un commentateur qui était résolument chauvin, en fait. Oui, sur l'équipe de France, on n'est pas en reste avec Jeannot Rességuier, hein. RMC, Oui. quand même, quand les Bleus marquent, il est heureux. Mais c'est vrai bon, je sais pas si c'est une mode, je pense que c'est plutôt culturel, cette volonté de neutralité journalistique qui pousse certains commentateurs à être très factuels. Je trouve ça quand même plus vrai en télé qu'en radio. Moi qui ai une vraie passion pour le commentaire radio, ça m'arrive de faire du commentaire télé, mais je fais majoritairement du commentaire radio. Et je fais une petite parenthèse, c'est un exercice merveilleux parce qu'on parle à des aveugles, comme on dit. Les gens qui nous écoutent n'ont pas les images. Et c'est merveilleux de devoir, en une minute, être capable, à chaque phrase, de tout décrire et de mettre une image dans la tête des gens. C'est pour ça que je préfère le commentaire radio au commentaire télé. Pour ce qui est de cette mode, oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Peut-être que en France, parce que c'est la France, vous savez, en France, le sport, c'est toujours un peu le truc bas de gamme, la sous-culture, voilà. Et peut-être que les journalistes en France sont d'abord journalistes dans leur tête, parce que c'est plus flatteur d'être journaliste, puis journaliste sportif. Moi, je suis clairement journaliste sportif, et être journaliste sportif, c'est quand même faire un métier de rêve, que plein de gens aimeraient faire, où on va dans des stades, quand ils sont pleins, c'est mieux, mais des stades de ouf. Et franchement, alors, essayer d'une certaine neutralité entre les deux équipes, ok, mais moi, je m'interdis totalement du commentaire blasé. Et surtout, à chaque fois que ça me monte aux tripes, je viens d'un match que j'avais commenté là sur RMC entre Liverpool et Manchester City. Mais à un moment, tu es obligé de le dire. Tu es obligé de dire attendez, je fais une pause juste pour vous dire quel kiff énorme. Je sais que vous êtes hyper nombreux à nous écouter, que vous aimeriez être à ma place. Et ça, on se doit de le dire parce qu'on est là pour transmettre, comme tu dis, de l'émotion. Et l'émotion, elle est celle-ci. Après, pour ce qui est du commentaire, ouais, je pense que c'est assez culturel le fait de ne pas trop prendre parti pour une équipe ou pour une autre, quoi. Et les consultants ont le droit de le faire. Eric Dimeco le fait aussi, qu'il a Marseille vissé au cœur. Alors, par exemple, cette année, en général, quand tu as une équipe vissée au cœur, tu peux être très, très chauvin, mais c'était aussi très dur avec cette équipe-là. Et sur la campagne européenne, j'ai fait pas mal de matchs avec Eric, moi en bord terrain, lui au commentaire. Et il était très dur avec Marseille. Mais quand tu es dur, c'est parce que tu aimes l'équipe. Si tu n'en as rien à foutre, tu n'es ni dur ni doux. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, merci. C'est vrai que c'était une question qu'on prévoyait de poser. Donc merci à Joss d'avoir pris les devants. On va finir sur ta partie un peu pour voir un peu comment est-ce que tu verrais l'avenir du club dans un premier temps à court terme, fin de saison, où est-ce que tu vois l'AS Saint-Étienne, et revenir et après un peu sur le projet Puel. Est-ce que tu crois toujours au projet Puel selon toi?
Est-ce qu'on doit laisser encore plus de temps à Puel ou est-ce que pour toi, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions? Alors déjà, je vois Saint-Etienne en Ligue 1 et je peux vous assurer que au mois d'octobre, novembre, je voyais vraiment Saint-Etienne en Ligue 2, donc c'est un léger soulagement. Puel, moi, j'étais pas fan avant qu'il arrive. Je suis pas fan depuis qu'il est arrivé et je pense que jamais, parce que nous, on est aussi vachement conditionné par la communication des coachs, puisqu'on on y est confronté et qu'en général, à dire vrai, on aime un coach parce qu'il produit du jeu et ainsi de suite, mais on est journaliste et on aime un coach parce que c'est un bon client. J'ai adoré Galtier, j'ai adoré Gasset, voilà, parce que c'est des bons clients. Si c'est pour entendre parler sans cesse, qu'est-ce que c'est son truc là, de la densité physique? La densité physique, c'est ça? Ça, c'est bon, quoi. Enfin, c'est des phrases toutes faites. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Après, puisque c'est lui, ainsi soit-il. Et c'est pas parce que j'apprécie pas forcément le communicant qu'il est que je lui souhaite pas de réussir. Je lui souhaite de réussir parce que c'est Sainté, en fait. Je ne souhaite pas à Claude Puel de réussir. Je souhaite que Sainté réussisse. Et si c'est Claude Puel, eh ben, tant mieux si Sainté réussit. Donc voilà, il est un peu en train de me faire mentir parce que en octobre-novembre, je nous voyais vraiment aller en Ligue 2 et à ce moment-là, bah, je souhaitais de tout cœur qu'on fasse quelque chose, qu'on change quelque chose. Il a réussi à solidifier un peu, à densifier un peu cette équipe. Donc pourvu que ça dure, voilà. Et puis surtout, là, c'est toujours pareil, la question c'est si c'est pas lui, c'est pour prendre qui. Moi, il y a 2-3 profils que j'aime beaucoup. Je défends depuis longtemps Olivier Dalloglio, qui est un joueur qui a jamais, un entraîneur, pardon, un joueur aussi, mais un entraîneur qui n'a jamais eu d'équipe de première moitié de tableau. Saint-Etienne est une équipe de première moitié de tableau qui n'est pas à sa place actuellement. Moi, j'aimerais voir un entraîneur comme ça, avec une équipe et des moyens comme ceux de l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire une équipe qui peut de temps en temps viser l'Europe. Il a des idées très, très novatrices. J'aurais adoré voir Olivier Dalloglio à Saint-Etienne, et c'est un excellent communicant, vous avez compris, c'est important. Plus, oui. Voilà, Batless, ça fait envie aussi. Voilà. Mais donc, comment je vois l'avenir? De toute façon, je pense qu'on n'a pas les moyens de virer Claude Puel, donc ce sera avec Claude Puel, et j'espère que ce sera du mieux possible. Après, pour une vision beaucoup plus à long terme, moi j'ai toujours milité, et je rêve littéralement que Saint-Etienne un jour devienne un club omnisport. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Plus un club omnisport à la Olympiakos que à la Barcelone. Mais voilà, en fait, Saint-Etienne, c'est une marque tellement forte qu'il y a aucune équipe qui arrive à exister. Et vous, on a eu une équipe de basket en Pro A, mais ça n'a pas duré. Le foot américain n'arrive pas trop à vivre avec les Giants de Saint-Etienne. Il y a des bonnes équipes de basket, mais c'est dans la région, genre Saint-Chamond, mais c'est jamais du très haut niveau. Moi, j'adorerais aussi, voilà, quand à l'époque il y avait le rugby qui était en fédéral, voilà, j'adorerais en fait que Saint-Etienne devienne un club omnisport parce que les gens sont tellement amoureux de ce club que, un peu comme à Barcelone pour le coup, ou comme à l'Olympiakos, les gens, si on leur disait, bah voilà, vous achetez votre place de match 15 balles, et pour 1 euro de plus, vous allez voir le match de rugby, on se démerde pour l'avoir un petit peu enlevé de rideau, juste de l'autre côté à l'Étivalia ou je sais pas quoi. Les gens iraient supporter la marque AS Saint-Etienne, quelle qu'elle soit, sous n'importe quelle couleur. Et au lieu de ça, aujourd'hui, ben, l'AS Saint-Etienne vampirise tout le reste du sport à Saint-Etienne. Et voilà. Mais bon, avant d'en arriver là, il faudrait une volonté, de la présidence, et c'est pas le cas. Et puis, il faut surtout une volonté politique pour mener ce genre d'action. C'est un peu ce qu'avait fait Montpellier Hérault avec cette marque, donc le Montpellier Hérault Sporting Club, mais il y avait aussi le club de volley qui cartonnait, le club de hand. Donc voilà, c'était des belles. Voilà, pour moi, c'est un beau modèle et Ouais. c'est un modèle qui marchera à Saint-Étienne. Je te rejoins. Moi, tu prêches un convaincu sur le côté omnisport. Je pense que beaucoup de villes et beaucoup de clubs devraient s'inspirer de ce modèle qui, je pense, pourrait être l'avenir pour beaucoup. On va passer un peu avec Joss et Sylvain, avoir vos avis aussi sur, bah voilà, Sylvain, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment, sur comment tu vois donc l'avenir du club à court terme et ton avis donc sur ce projet Puel.
Alors ce projet Puel, comment je le vois, en fait, bon, je reviens toujours à cette situation qui est celle que nous subissons financièrement et avec Mediapro, c'est vrai, mais j'avoue que je suis plutôt inquiet pour le football français dans sa globalité, de voir les années à venir, comment elles vont se dérouler et comment surtout on va être capable de gérer cette crise qui nous attend, parce que concrètement, il va falloir se dégager des fonds, mais tout le monde a besoin de se dégager des fonds. Certains ont même anticipé les revenus de Mediapro qu'ils n'auront jamais. Donc voilà. Après, si c'est pour parler spécialement de Saint-Etienne et de nous à plus long terme, je pense que de toute façon, comme l'a dit Timothée, on n'a pas les moyens de se séparer de Puel. Peut-être qu'il fera le choix de partir de lui-même cet été, mais quoi qu'il arrive, il est en contrat jusqu'en 2022 et voilà, il sera là. J'espère qu'on continuera sur ce qu'on est en train de faire depuis ces dernières semaines. J'espère qu'on a trouvé le bon virage et surtout, j'espère qu'on pourra à nouveau retrouver notre Saint-Etienne où on a envie qu'il soit, c'est-à-dire en Europe. C'est ça, à sa place. Et pour finir, Joss, du coup, ton avis sur Alors, sur Puel, j'étais vent debout quand on parlait de Puel en 2017, parce que c'est un mec dont j'aimais pas la philosophie. J'avais changé d'avis en 2019 parce que le club avait changé, la situation avait changé, et je pensais que dans ce qui nous attendait en termes d'assainissement structurel, économique, c'est un mec qui pouvait être le bon mec. Et je suis de nouveau carrément pas convaincu aujourd'hui. Bon, moi, beaucoup de gens lui sont tombés dessus tout de suite à son arrivée. Moi, je dis, j'attendrai quand même qu'il ait eu un recrutement, un mercato, une préparation estivale et une saison avant de faire mon avis. Voilà, je suis pas convaincu parce que les résultats sont là pour pas me convaincre. Et puis, au niveau du jeu, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, il a quand même en lui cet ADN extrêmement on court, on défend, ce qui peut être très bien quand c'est fait comme Monaco contre le PSG hier. Mais comme on le fait nous, d'abord ça apporte pas de résultat, et puis c'est pas super joli à voir. Après, sur ce qui l'a conduit comme politique, mais qui finalement est une politique qui reprend un peu à son compte dans sa com en disant ce qui a été fait avant c'était n'importe quoi, maintenant on va faire les choses bien. En fait, il le subit tout simplement parce que le club le subit. C'est les données économiques du club aujourd'hui qui amènent à cette réduction de voilure. Et en ce sens-là, je suis finalement pas tant inquiet que ça pour l'avenir à ce niveau-là. Je pense qu'on s'en sortira pas forcément plus mal que d'autres. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, mais une fois encore, c'est pas avec lui que je suis d'accord, c'est avec le virage. C'est que je pense une des gangrènes du foot français, c'est de trop payer les joueurs moyens, et je pense qu'on en est un très très bon exemple. C'est-à-dire que nous, il y a eu trop de joueurs qu'on a payé trop cher. Pour moi, le rapport qualité-prix n'y est pas. Donc si on sait prendre ce virage-là, je suis pas sûr qu'on s'en sortira moins bien que d'autres. Après, le foot est en train de se polariser. On le voit. Enfin, là, cette saison est je trouve très représentative de ça, très significative. Il y a quand même des clubs qui vont devenir régulièrement inaccessibles. Donc, il faut qu'on trouve un autre modèle pour jouer un autre championnat. Voilà. Même si on aura toujours ce rêve d'aller accrocher le podium. Parce qu'il faut qu'on ait cet espoir-là au départ de chaque saison. Après, il faut aussi être un peu réaliste. Ça sera quand même compliqué. Il est vrai, c'est vrai. Les amis, ce que je vous propose, on approche doucement de la fin de l'émission, c'est d'accueillir donc nos deux auditeurs dans le free time. Nous avons avec nous donc Hervé et Raphaël. Donc Hervé et Raphaël, on vous entend. Bonsoir Hervé et à tout le Raphaël. monde. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, Hervé et Raphaël, rapidement, bon voilà, on est désolé hein, pour le retard qu'on a pris dû aux problèmes techniques. Je pense qu'on va du coup avoir le plus gros des personnes qui vont retrouver l'émission sur le YouTube. Mais rapidement, si vous deviez mettre pour vous les gros points sur ce qu'on a abordé pendant le live, votre avis donc sur la saison de la Saint-Etienne, des questions peut-être à Timothée aussi à poser, voilà, on vous écoute, c'est à vous. Je laisse commencer Raphaël, vas-y. Allez Raphaël. Ah, attendez, on n'entend pas Raphaël. Raphaël, est-ce que tu Allô? nous entends? C'est bon? Ouais, voilà, c'est bon, on a retrouvé Oui, oui. Raphaël. Voilà. Ouais, je vous entends. Donc, bonsoir à tous et puis merci pour l'invitation tout d'abord.
Moi, on a parlé de beaucoup donc du visage offensif ou du visage inoffensif de l'ASS. Moi, il y a un joueur aussi dont on n'a pas parlé, j'aimerais bien avoir un petit peu l'avis de tout le monde là-dessus, c'est Arnaud Nordin. Arnaud Nordin, c'est une énigme pour moi, c'est-à-dire que c'est un joueur, quand il est dans le 11, pas vraiment content, et quand il n'y est pas et qu'on joue, je me dis peut-être qu'il pourra apporter quelque chose. Donc c'est l'éternel mec qui devrait apporter plus que ça et qui est toujours, enfin voilà, il est capable de nous faire 2-3 trucs de bien et puis le reste du temps, c'est moyen, je regarde mes pieds, j'avance tout droit et voilà. Donc maintenant qu'on a un Anthony Modeste qui va jouer dans l'axe et qui va peut-être nous apporter le rôle d'un vrai avant-centre, est-ce que vous pensez que Nordin sur un côté, ça pourrait apporter des centres et apporter peut-être une solution supplémentaire? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Timothée, peut-être pour commencer sur donc Arnaud Nordin. Enfin, Nordin, j'aime assez la saison qu'il est en train de faire parce qu'elle elle est plus décisive qu'il n'en a jamais fait jusqu'à présent. C'est un joueur, là aussi, hein, je parlais tout à l'heure de Charlaby qu'on voyait parfois régresser. Nordin, ça a été un peu ça aussi par moment. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un joueur qui, dans son placement, dans sa disponibilité en tout cas, sur le plan offensif, est intéressant et peut amener une plus-value à Saint-Etienne. Ce qui est d'amener des centres, je suis un peu moins convaincu. C'est quand même un joueur qui aime bien repiquer. Mais oui, en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose à trouver dans le dispositif avec Anthony Modeste comme ça en point de fixation. Il y a un truc à trouver. Voilà, moi typiquement sur un côté, je sais pas, quand on voit le rendement d'Aouchiche, je serais pas contre l'idée de me dire tiens, pourquoi pas mettre une paire d'attaquants Modeste Nordin avec Modeste en point de fixation et un Nordin peut-être un peu plus libre autour, peut-être que ça lui ferait du bien, un peu de liberté. C'est un joueur qui fait les efforts défensifs mais qui n'aime pas les faire, ça je le sais. Voilà. Mais on a un meilleur Nordin qu'on n'en a jamais eu jusqu'à présent. Oui, je pense que c'est vrai qu'on a un Nordin qu'on n'attendait pas à ce niveau, en tout cas, pour ma part. On n'attendait plus à ce niveau. Qu'on n'attendait plus à ce niveau, exactement. Sylvain, peut-être, donc sur Nordin, là, ça te concerne un peu, jeune joueur. Joueur qui a mis du temps à éclore. Enfin, à éclore, c'est un grand mot de dire qu'il est en train d'éclore, mais c'est vrai que sa saison est la meilleure qu'il ait faite depuis qu'il est professionnel à l'ASS. Maintenant, je trouve qu'il est plus juste dans ses décisions qu'il l'était dans les saisons précédentes. Il avait souvent tendance à se précipiter, notamment dans la finition, dans la qualité de ses centres, dans les choix qu'il faisait. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, je suis particulièrement d'accord sur le fait que on a du mal à trancher réellement sur Nordin, de se dire est-ce que ça doit être un titulaire et il faut qu'on travaille avec lui, est-ce que ça doit être un super sub et on se dit en fait ça va être notre joker, celui qui va nous permettre de débloquer certaines situations. Je sais pas. Il y a des matchs où tu te dis ça fonctionne bien. J'ai le souvenir de son match à Bordeaux cette année où je l'avais trouvé vraiment bon. En plus, il marque un super but. Mais il y a des matchs où il rentre et te laisse sur ta faim. Ça rentrait à Reims, je l'ai trouvé moyenne. J'avais envie qu'il rentre à la mi-temps après avoir vu cette première mi-temps complètement stérile. Je me disais qu'il aurait pu être une solution pour dynamiser tout ça et finalement j'ai trouvé qu'il n'était pas spécialement très en vue et voilà. Après il progresse. Je trouve que c'est un des seuls offensifs qui progresse sous Puel depuis qu'il est arrivé. Voilà. Autant on a des vrais progrès qui sont faits sur certains joueurs qui sont plutôt du secteur défensif, autant je trouve que sur le secteur offensif, et ça rejoint ce que disaient les collègues, voilà, on a quand même du mal à avoir de réels progrès. Et enfin, je suis assez d'accord avec l'analyse de Sylvain. Joss, pour finir sur Nordin, du coup, ton avis, après on enchaînera avec Hervé. Je vais apporter un peu de contrepoint à tous ces avis très positifs sur Arnaud Nordin. Moi, je suis pas fan de Nordin. Alors, je reconnais qu'il cherche un tout petit peu moins les coccinelles cette année que l'année dernière.
Merci, Joss. C'est-à-dire qu'il il lève un peu la tête. Après, le problème de ce joueur, c'est que je pense que sa palette de footballeur, elle est trop limitée. Qualité principale, il va très vite. Donc, je le vois mal ailleurs que sur un côté pour apporter de la profondeur effectivement des centres. Donc là, pour le coup, ça pourrait marcher avec Modeste. Mais la qualité de centre d'Arnaud Nordin, je suis désolé. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, oui pour la vitesse, non pour les centres. Donc moi, oui, c'est sur le papier, ça doit marcher une association Nordin-Modeste. Moi, je crois, enfin, j'ai écouté l'avis de Tim, je le vois mal tourner autour d'un attaquant. Enfin, j'ai l'impression que sa palette de footballeur globalement est trop limitée. Après, on l'a jamais vu dans ce rôle-là. Hein. Peut-être qu'il nous étonnerait. Alors oui, je suis d'accord sur le progrès. C'est mieux cette année, clairement. Après, est-ce que ça peut aller vraiment plus haut? Je suis pas sûr. Voilà. D'accord, très bien. Hervé, est-ce que de ton côté, un point à soulever, une question, quelque chose à apporter peut-être? Ben, il y en aurait plein parce que malgré les petits couacs techniques, c'était très intéressant de vous écouter. Merci. Mais du coup, moi, un petit bémol sur ce qu'a dit Josh Randall, une fois n'est pas coutume, je vais pas être tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut couper cet auditeur? J'irai le dire ailleurs. Je ne le connais pas, je sais pas ce qu'il fait ici. Du coup, j'entends pas. c'est par rapport à Claude Puel, en fait, il y a quand même une qualité qu'il faut y reconnaître, et vous venez un petit peu de le souligner, c'est les progrès qu'il fait faire à certains joueurs. Rappelons-nous quand même Mady Camara, le joueur que c'était il y a 18 mois. C'était un poulet sans tête. Lui, les coccinelles, c'est même pas qu'il les cherchait, c'est qu'il les avalait. Le mec était partout sur le terrain, mais nulle part. Il était vraiment inefficace au possible. Techniquement, c'était une plaie. Il prenait énormément de cartons, il faisait beaucoup de fautes. Des fautes en plus qui coûtaient des pénaltys, qui coûtaient des coups francs dangereux, qui lui valaient des cartons rouges, des passes en retrait catastrophiques. Et quand on voit aujourd'hui le joueur que c'est devenu, c'est quand même sous la houlette de Claude Puel, je pense qu'il a fait tous ses progrès. Moukoudi, on pourrait éventuellement même dire exactement la même chose concernant Moukoudi, qui est complètement transformé depuis quelques semaines maintenant. Neyou, ça c'est une trouvaille qu'on doit également à Claude Puel, et on voit qu'il fait progresser quand même ce joueur-là, notamment pareil un petit peu dans la temporisation, et puis dans le côté un petit peu fougueux qu'il avait, où il prenait énormément de cartons au départ. Donc c'est vrai que moi, Claude Puel, je lui reconnais quand même cette qualité de faire progresser les jeunes. Et par rapport à Aouchiche, ce que vous avez dit aussi, moi je pense qu'Aouchiche, il va continuer à progresser. Maintenant, le désert offensif qui est le nôtre cette année, vous mettez un attaquant digne de ce nom, mais Aouchiche, les stats, elles s'envolent. Il a 5 voire 6 passes décisives de plus au compteur, quoi. Donc tomber sur Aouchiche en disant il n'est pas trop là, je trouve qu'il n'est pas trop aidé. Et pour un gamin, pour le coup, lui c'est un gamin, hein, puisqu'on disait tout à l'heure, certains sont plus des gamins. Abi, il a 20 ans passés. Aouchiche ne les a pas encore, loin de là. Moi je trouve qu'Aouchiche, il a pris en plus un petit peu d'épaisseur physique, parce qu'il est arrivé, c'était quand même une crevette, hein, le garçon. Moi, Aouchiche, je suis plutôt confiant par rapport à lui. Et donc voilà, moi ce côté-là de Puel qui fait progresser les jeunes, quoi. C'est vrai, donc Hervé qui vient remettre un peu de positif sur le bilan de Puel, que je partage. Bon, moi perso, je suis pas très objectif sur Puel. Je pense que c'est un entraîneur que je regarde et que j'apprécie beaucoup depuis des années, hein, ne serait-ce que depuis son passage à Lille, le travail qu'il a abattu à Nice. Mais c'est bien aussi, de voir aussi le côté positif qu'a apporté Puel, même si le contre-coup qu'a apporté les autres peut s'entendre aisément. Rapidement, on approche vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y en a Il a qui foutu un veulent... prud'homme à Aulas quand même aussi, Puel, c'est bon ça. Voilà, ne serait-ce que pour Ouais, ça. mais il l'a perdu. Oui, il l'a perdu. Ça, mais bon, non, mais ça aurait été bien. Le geste est Ça bon. n'avait d'intérêt que s'il le gagne. Hein. Ah, non, pas que. Ouais, moi je voulais juste rajouter par rapport à ce que dit Hervé, c'est super intéressant, et j'aurais même rajouté Lucas Gourna au milieu de tout ça, Oui, dont on exactement, n'a pas ouais. encore parlé, et que honnêtement il est en train de prendre une dimension qui est complètement folle. Et puis il y a un autre joueur
qu'on a peut-être déjà oublié malheureusement, c'est Wesley Fofana, parce que quand il est arrivé, il a dit écoutez, Complètement, Wesley c'est vrai. Fofana, faut qu'il joue, et puis vous lui faites de la place, même si ça coûte la place de d'autres. Voilà. Après, je suis Et totalement Masson d'accord également. avec Hein. et Masson, Masson, tout à fait, pareil. Masson, les premiers tout à matchs qu'il fait. a fait, c'était une catastrophe, quoi. Ouais, Tout à exactement. fait. Et pour le côté Aouchiche, je suis totalement d'accord avec Hervé. Faut pas oublier que c'est quand même un joueur qui a fait la majorité de sa saison en U19 nationaux l'année dernière. On peut pas espérer d'un joueur, à mon avis, hein, qu'il arrive en Ligue 1 et qui surperforme à un point fou tout de suite. Voilà, je pense qu'il Je va trouve qu'il falloir s'en être sort patient. pas trop mal en plus, quand même, Moi malgré aussi, tout. Hein. moi aussi, je trouve, Oui, je trouve qu'il est pas forcément, il est pas forcément mis en valeur dans la façon dont il est utilisé, mais il y a probablement une bonne raison que j'avoue j'ignore encore. Mais je suis convaincu que ça sera dans 1 an ou 2 ans un joueur qui je l'espère, nous fera monter au rideau, grimper au rideau, je dirais Par plutôt. rapport à Oshish, on a aussi un problème de regard. Enfin, je redis ce que j'ai dit par rapport à Bonga. Il y a un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent, peut-être parce on a tellement parlé de ce transfert pendant l'été, enfin ça se faisait pas, tout le monde comptait les jours, machin, que finalement ça a généré une attente autour de lui qui est forte. Et c'est le décalage entre cette attente et ce qu'on voit qui peut créer des commentaires négatifs et de la frustration. Moi, j'ai pas complètement démissionné, j'ai pas complètement démissionné sur Aouchi. Je pense qu'il y a moyen que ça devienne un très bon joueur. Je suis pas sûr que sur un côté ça soit bien. Par Ah, contre, pas du tout, non, je c'est suis même, clair. je suis même, Moi, je suis même d'accord pas avec sûr toi, que non. je pense. Plutôt Je sur un pense que côté, plutôt dans l'axe. ça le dessert complètement. Voilà. Maintenant, il a un vrai potentiel. Après, par contre, moi, je trouve pas qu'il soit étoffé tant que ça physiquement. Hein. Je trouve qu'il est encore Ouais, crevette. Hein. ouais, ah ben encore, mais il partait de loin quand même. Mais je trouve que c'est. Moi, sur Aouchiche, je suis d'accord. J'ai pas entendu ce qu'a dit Hervé, malheureusement. Je sais pas, j'ai C'était un très long silence intéressant. brisé. Dommage pour toi. Mais sur Aouchiche, moi non plus, j'ai pas démissionné. Hein, et moi, j'ai bien conscience qu'il faut être patient. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ce que vous dites tous les deux d'ailleurs, et Sylvain. C'est que on le voit par le prisme de son transfert. Ça reste quand même un joueur qui avait joué, je sais pas, 3 bouts de match avec l'équipe 1 du Paris Saint-Germain. Donc c'est quelqu'un dont on savait finalement pas grand-chose. Et c'est un vrai pari. Et comme tous les paris, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais voilà. Disons que encore une fois, moi, ce que j'attends de voir quand je vois jouer des jeunes joueurs, c'est de les voir progresser. Et voilà, ça met du temps. Il faudra certainement être patient, mais ça met du temps. Mais bon, on peut aussi se poser la question, parce qu'il y a une prime à la signature importante, à une période où on n'a pas d'argent pour recruter, dans la situation et après la saison qu'on avait fait la saison dernière, 4 millions, est-ce qu'il fallait les mettre là ou ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, il est là. Et oui, on voit quand même qu'il sait faire des choses. Mais Tim, tu as confirmation de ces chiffres-là? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chiffres contradictoires qui ont circulé sur ce que ça avait coûté vraiment au global. Ouais. Oui, il y a des chiffres contradictoires, mais on est sûr on est sûr du 4. Parce que moi, j'avais entendu du beaucoup moins que ça, mais. Oui, Moi on aussi, ouais. parlait de 2,5. Mais quoi qu'il en soit, bon là c'est une réflexion un peu plus générale sur le football. Quoi qu'il en soit, même si c'est 1 million de prime à la signature pour un joueur de 17 ans qui a joué un match et demi, c'est déjà trop. Oui, c'est un pari. Ouais. Ouais, Et puis ça te place son institution vis-à-vis du joueur dans une relation qui est particulière. Le gamin a 17 ans, il veut une grosse prime à l'entrée alors qu'il a rien montré. Donc déjà, tu es en position de faiblesse par rapport au joueur. Quoi. En même temps, ce problème au milieu de tout ça. système de primes à la signature, c'est un phénomène assez nouveau dans le foot. Il y a 10 ans de ça, des primes à la signature, franchement, on n'en entendait jamais parler. Et par contre, maintenant, chaque saison, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat quelque part, qui ne vont pas prolonger pour justement discuter de cette fameuse prime à la signature. Donc, c'est vrai que lui, c'est un des jeunes, un des premiers à le faire, mais je suis sûr, si on se penche sur la question dans les années à venir, on va en voir et on aura des sommes beaucoup plus folles pour des joueurs qui auront prouvé toujours aussi peu. Hein. C'est fort probable, oui, c'est fort probable. Juste les amis, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, hein, on pourrait parler pendant des heures de ce club qui nous passionne tant.
Juste chacun votre tour, voilà, peut-être en 30 secondes. Le mot de la fin en 30 secondes. On va commencer par toi, Sylvain. Le mot de la fin en 30 secondes. Voilà. Et même faire plus vite que 30 secondes, je tiens à remercier les auditeurs déjà de nous avoir écoutés. J'espère que malgré les petits soucis techniques, ils sauront nous faire confiance pour les semaines à venir et on réglera les problèmes de fort belle manière. Et puis je voulais aussi remercier nos invités qui sont venus. C'est un plaisir d'échanger avec des gens avec qui nous on n'a pas l'habitude d'échanger. Donc voilà, merci à tout le monde et puis bien sûr merci à Synthé Insight de proposer ce nouveau concept qui est je pense une top idée. Ouais, qu'on va perfectionner, mais voilà, ça je reviendrai dessus juste après. Donc merci à toi, Sylvain. Jost, de ton côté, le mot de la fin. Alors, mot de la fin. Alors, d'abord, merci à tous ceux qui ont bossé sur ce truc-là, même si on a encore un peu de boulot devant nous. Merci à ceux qui nous ont rejoints, Tim, Raph, Hervé. Moi, j'ai passé une super soirée. Je suis juste infiniment triste que tous les gens qui étaient là à un moment donné, 200, 250, aient pas pu participer à tout parce que je pense qu'ils auraient aimé aussi. Donc voilà, notre prochain challenge, c'est de faire en sorte que cette super discussion qu'on a eue là, tous ensemble, et qu'on pourrait effectivement, enfin bon, je pourrais continuer pendant encore 2 heures, mais pas de problème, qu'il y ait plus de gens qui puissent l'entendre. Exactement. En tout cas, on va beaucoup travailler dessus ces prochains jours. Ah, par contre, je crois qu'on a un problème avec un des micros. Voilà, c'est bon. Et du coup, Timothée, que je remercie au passage pour ta présence. Voilà, si tu pouvais dire voilà, le mot de la fin, selon toi. Ouais, il n'y a pas besoin de 30 secondes. D'abord, un immense merci à vous de m'avoir invité. Je suis très honoré d'avoir été votre invité pour cette première. Et puis un peu, je sais pas, un genre de parrain, parce que quand on est invité de la première, on se retrouve à parrainer cette émission. Donc, longue vie au SNC. Effectivement, je suis d'accord avec Joss, une discussion enrichissante et qui va enrichir moi-même, qui enrichit la réflexion de journaliste et qui peut enrichir mes commentaires à l'avenir. Puis pour le reste, je vous donne rendez-vous mercredi pour Bergame Real. Je serai en bord terrain pour RMC Sport 1 et puis voilà, de temps en temps à l'after où je suis le joker de Gilbert. Donc voilà, le plaisir de vous retrouver sur mes antennes, sur nos antennes d'RMC, et un immense plaisir d'être sur votre antenne du SNC, voilà, que j'écouterai avec attention. Ce sera avec un grand plaisir et puis voilà, on espère te revoir parmi nous, évidemment, quand on aura réglé ces problèmes avec un live fluide et que voilà, que le peuple vert puisse entendre les analyses de son chouchou le plus tôt possible, en tout cas, voilà. Je remercie aussi au passage Hervé et Raphaël. Voilà, désolé les gars, on n'a pas eu beaucoup de temps pour échanger avec vous, mais pas de souci. C'était très intéressant, intéressant de vous. C'était sympa à écouter. Merci beaucoup. Et puis on vous promet que c'est la première, c'est pas la dernière. Donc, exactement. Voilà. On se retrouvera. Pour une autre émission, voilà, ce sera avec un grand plaisir qu'on se retrouvera avec vous. Sans souci. Voilà. Là, c'est des morbacs que vous avez invités. On va s'accrocher. Ce sera avec plaisir. Écoutez, voilà. Donc encore merci aussi à Joss et Sylvain, voilà, pour cette première. On a essuyé les plâtres ensemble avec Timothée pour cette première, avec les soucis qu'il y a eu, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à échanger, et je pense que vous en prendrez aussi énormément en suivant la rediffusion sur le YouTube. Donc voilà, un grand merci à vous, et puis allez les Verts, et à bientôt. Tony qui va pouvoir déborder, le centrer, comprend la tête, Snoop Dogg.